Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo un peu particulière. Je parle d'une vidéo type iceberg. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce concept, pas de panique, c'est super simple à comprendre. Imaginez un iceberg. Comme dans la vraie vie, cet iceberg est composé de deux parties. La partie visible de l'iceberg, ce que l'on voit au-dessus de l'eau, et une énorme partie cachée en dessous de l'eau. Ce format suit donc ce concept. Et dans cette vidéo, nous allons explorer l'iceberg de la licence Nier. Je parle bien de Nier Replicant, que ce soit de 2010 ou 2021, mais aussi Nier Automata. Mon objectif aujourd'hui est de vous faire découvrir des anecdotes, des détails cachés ou des théories que vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Et comme un iceberg, je commencerai par parler des choses les plus connues, le côté visible de l'iceberg. Et plus la vidéo avancera, plus je vous ferai découvrir des éléments obscurs, parfois bizarres ou mystérieux, ou bien complètement méconnus du grand public. Cette vidéo m'a demandé énormément de travail, sans parler de la licence Nier qui est extrêmement complexe à étudier et à parler dessus. Veuillez me pardonner si quelques coquilles se sont glissées par-ci et par-là. Pour me soutenir, merci de liker la vidéo et de la partager à tous les fans de la licence, ça me ferait super plaisir. Et je n'ai pas encore prévenu, mais j'ai écrit cette vidéo sans concession, c'est-à-dire que ça spoil sévère. Pour ceux n'ayant pas joué à un des deux jeux, il sera précisé dans le chapitrage sur la barre de lecture de la vidéo de quel jeu je parle. Un NR sera inscrit pour Nier Replicant et NA pour Automata. Si rien n'est marqué, ce qui sera le cas au début, c'est que je parlerai de l'univers étendu en quelque sorte, donc aucun spoil. Si NR et NA sont écrits en même temps, c'est que je parle des deux jeux sur la même entrée. S'il est écrit NR ou NA, comprenez juste qu'il y aura du spoil sur les jeux, donc ne cherchez pas à comprendre. Si vous ne souhaitez pas être spoilé, si vous n'avez pas encore fait les jeux, je vous conseille de ne pas y aller. Bref, sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Les documents suivants sont accessibles au réseau entier. Merci d'en faire un bon usage. Le langage angélique est un système d'écriture ancien utilisé dans l'univers de Nier, le plus souvent représenté pour la magie, montrant qu'un lien existe entre Nier et Drakengard. Elle représente généralement des éléments liés au surnaturel et est utilisée pour l'interface utilisateur, les attaques spéciales des personnages et présente sur les noms des entités importantes comme les boss ou divers bâtiments. Elle est composée de lignes connectées à des cercles qui sont creux dans Nier Replicant et remplis dans Nier Automata. Ces caractères peuvent être traduits en alphabet latin et forment souvent des mots ou phrases en anglais ou romaji. Cette écriture est présente sur la carte de Drakengard 3. Dans Nier Replicant, elle est utilisée pour l'écriture des vers scellés, pour les incantations de Kaine ou Emile, mais aussi au niveau de la barre de vie des boss, les bots de dialogue ou dans le menu pause. Dans Nier Automata, elle apparaît sur les titres de boss lors des piratages de Nines et sur les unités de récupération de ressources de la tour. Début 2018, soit quelques mois après la sortie de Nier Automata, Yoko Taro annonce qu'il reste encore un secret à découvrir. Le 3 janvier 2021, soit 3 ans et 10 mois après la sortie, ce secret a été découvert par le modeur Lance McDonald. Ce secret est en fait un cheat code permettant de passer l'ensemble du jeu pour arriver à la dernière fin possible, et ce, dès le premier combat de boss de To Be. Pour le réaliser, il faut attendre le moment où To Be discute avec Nines juste après avoir battu le premier boss de la route A. Après ce dialogue, il faut positionner To Be entre les deux groupes de 3 barils situés au fond de la salle et réaliser la manipulation suivante. Tout en maintenant la touche R2, donc selon la manette, il faut appuyer sur haut, bas, haut, droite, gauche, carré, rond, triangle, croix. Ce code de triche débloque ainsi la sélection de chapitres, le mode debug, la debug room et le trophy shop. Comme toute bonne licence à succès, Nier a pu apparaître dans plusieurs autres licences, et inversement. Voici les plus notables. On peut apercevoir un portrait de To Be et Nines dans le jeu Dead Cells. Un raid dans l'univers de Nier a eu lieu dans Final Fantasy XIV avec un personnage inédit, Tupi. To Be est apparu comme personnage jouable additionnel dans Soul Calibur 6. To Be, Nines et Yatu ont fait une apparition en tant que personnage jouable dans Octopath Traveler. Et plus récemment, une collaboration a eu lieu entre Nier Automata et Stellar Blade, ajoutant des cosmétiques pouvant être portés par Eve. Persona 5 a également fait son apparition dans le jeu mobile Nier Réincarnation, dans lequel on pouvait jouer Joker, Yusuke et Makoto. Lors de la fin E de Drakengard 1, un être connu sous le nom de Géant et un dragon rouge nommé Angelus sont téléportés de leur monde magique vers un monde sans magie, notre monde à nous. Les deux créatures s'affrontent alors dans un combat à mort.
C'est 1 heure après la téléportation, soit le 12 juin 2003 à 16h, au-dessus de Shinjuku, au Japon, que le dragon parvient à abattre le géant. Mais peu de temps après, les forces d'autodéfense japonaises abattent la créature volante et l'empalent au sommet de la tour de Tokyo. Mais ce n'était que le début des problèmes. Ce que le monde ne savait pas, c'est que la décomposition du corps du géant libéra une substance toxique dans l'air. Cette substance sera à l'origine du syndrome de coloration blanche, une maladie mortelle qui sera à l'origine du projet Gestalt. Oui, c'est cet événement qui est à l'origine de l'histoire de Nier Replicant et Automata. Nier Replicant, premier du nom, sorti en 2010, a eu droit à 2 versions dans le monde. La version Replicante, le Nier original sorti au Japon avec un protagoniste plus jeune qui a pour objectif de sauver sa sœur Yona. C'est cette version qui a eu droit à un remaster en 2021. Et il y a eu également Nier Gestalt, cette fois sorti en Occident à la place de Replicant avec un protagoniste plus âgé. Et cette fois-ci, si c'est l'histoire d'un père qui doit sauver sa fille Yona, ces 2 versions existent parce que les éditeurs étaient persuadés en 2010 que vendre un jeu avec un adolescent en tant que personnage principal n'allait pas fonctionner. Ils ont donc décidé de mettre un personnage adulte à la place. Les documents suivants vous sont transférés par le commandant. Il est interdit de les transférer. Est-ce que vous vous souvenez du 10 juin 2022 ? Les personnes ne traînant pas forcément sur internet, ou même les personnes n'étant pas vraiment fans de Nier ne se souviendront peut-être pas de cette date. En tout cas, les fans aguerris, eux, s'en souviennent encore et se souviennent surtout du raz-de-marée qu'a provoqué le post Reddit de Sad Futago. Le 10 juin 2022, un certain utilisateur du réseau social, Reddit, publie le post suivant sur le subreddit Nier Fanart. Bonjour, comment ouvrez-vous l'église ? Au début, ce post passe inaperçu, mais l'utilisateur ne s'arrête pas là. Dans la nuit du 10 au 11 juin 2022, Sad Futago reposte le même message sur un autre subreddit, Nier Automata Game cette fois. Ce coup-ci, quelqu'un remarque son post. Peux-tu décrire le bâtiment dont tu parles un peu plus ? Il n'y a pas vraiment d'église dont je me souviens, mais il y a quelque chose auquel je pense que tu pourrais faire référence ici. Sad Futago y répond de la manière suivante. Désolé, c'est l'endroit dans la cité dupliquée où tu combats le boss Adam. Je peux ouvrir la porte de la zone de l'église sans problème, mais mon ami, qui est au même point du jeu que moi, ne peut pas l'ouvrir. À ce moment-là, la communauté entière pense encore que c'est un simple canular, une blague, mais quelques jours après, l'utilisateur publie des photos de cette église. Bon, à ce moment-là, Internet était en feu, mais l'histoire ne continua pas plus longtemps. Sauf que, 1 mois plus tard, l'utilisateur revient et publie cette fois une vidéo entière de la zone. On y voit bien Atu traverser une porte inconnue au bataillon, puis franchir un immense couloir distordu qui débouche sur une église avec un corps présent dedans, puis un combat de boss contre une espèce d'ombre de Nier Replicante. Enfin bref, à ce moment-là, on était entré dans l'histoire. Dites-vous que ça allait tellement loin que Yoko Taro, le créateur du jeu lui-même, a reposté sur son Twitter cette vidéo en disant « Voulez-vous connaître mon avis ? Dans ce cas, vous pouvez trouver la réponse sur mon profil Twitter. Merci. » Bon, c'est du Yoko Taro tout craché, beaucoup étaient même persuadés que c'était lui-même derrière le pseudo Sad Futago, et franchement, ce serait vraiment son genre. Mais au final, cette histoire se finit comme un pétard mouillé. Le 29 juillet 2022, un stream sur Twitch dévoile toute la vérité sur le mystère derrière cette histoire. Le stream commence par montrer une séquence inédite de gameplay où Nines explore une zone avec des statues renversées, interagit avec des éléments japonais, combat des ennemis, puis Nines qui récupère une arme lunaire. Et enfin, une diapo apparaît, révélant qu'il s'agissait d'un mod depuis le début, créé par une équipe de modeurs composée de Devola's Revenge, Woeful Wolf et Raider B. Donc au final, c'était bien un canular. Ils ont d'ailleurs rendu ce mode disponible à tous après ce live, mais c'est quand même dommage de voir l'histoire derrière ce mystère être un simple mode et non un secret caché dans le jeu que personne n'avait découvert. Mais merci à eux pour tout ce divertissement, c'était vraiment très bien joué. Dans le jeu Nier Automata, il est suggéré que l'opératrice 6O et la commandante White aient entretenu une relation dépassant le simple cadre amical. Cette idée découle de plusieurs dialogues entre 6O et 2B lors de la première route du jeu. À un moment, 6O confie à 2B que ses avances envers une autre opératrice ont été rejetées, révélant ainsi qu'elle est attirée par les femmes. Plus tard, elle raconte que, malgré son apparence stricte, White est assez désordonnée dans ses quartiers privés, au point de laisser des vêtements sales traîner partout. Elle ajoute que cette rigidité apparente n'est qu'une façade pour se donner un genre. Quand 2B lui demande comment elle sait tout cela, 6O, en riant, répond qu'elle ne peut pas en dire davantage. Certes, tout cela reste assez léger,
Mais l'ambiguïté prend une nouvelle dimension avec la sortie de Nier Automata 1.1, la version animée. Lors de l'assaut des machines sur le bunker, Ciso, comme toutes les opératrices, est piratée. Et sous l'emprise des machines, elle s'en prend à 2B et 9S qui sont alors en train d'escorter White vers la sortie. Dans cette scène, Ciso déclare « Sous ses airs austères, ce n'est qu'une dévergondée. Tu la verrais dans l'intimité, c'est une vraie coquine, une perverse, si tu savais comment on était intime. » Ce ton graveleux renforce alors l'idée que leur relation dépassait bien l'amitié et écarte ainsi tout semblant d'ambiguïté. C'est finalement White qui met un terme aux souffrances de Ciso en l'éliminant pour la libérer de l'emprise du piratage. Dans un dernier geste d'adieu, elle lui caresse tendrement la joue, un geste qui pourrait bien être l'expression d'un adieu à la femme qu'elle a aimée. Yora. Sujet très complexe que voici. Beaucoup sont étonnés de l'écriture de ce mot central. Le groupe Yora est une armée d'androïdes d'élite conçue par le Conseil de l'Humanité pour reprendre la Terre des forces extraterrestres. Jusque-là, tout va bien, mais rien n'explique l'utilisation des lettres majuscules puis minuscules. Quand on a interrogé Yoko Taro, le créateur du jeu, il a dit ceci. Pour le R majuscule de Nier, c'était juste un choix de design concernant le logo. Je pensais que c'était un peu léger. C'est pourquoi nous avons décidé de l'utiliser en majuscule. Quant au logo Yora, c'est un secret. Bon, on n'est vraiment pas aidé. Évidemment, les théories sont nombreuses à ce sujet et voici mes préférées. Le kanji utilisé pour écrire Yora en japonais signifie feuille qui passe. Cette traduction peut parler d'une fleur de sakura qui est un symbole pour les samouraïs. On dit qu'elles sont exceptionnellement belles mais ne vivent que très peu de temps. Une autre idée que je trouve séduisante est la suivante. Le Yora pourrait vouloir dire You only repeat history again. Vous ne faites que répéter l'histoire. Faisant référence à la lutte sans fin de 2B et 9S, dont 2B fait référence à la fin des routes A et B. Mais ma théorie préférée sur ce sujet c'est celle-ci. Le R de Nier signifie art, Y you, R really, H human. Are you really human? Êtes-vous vraiment humain? Une signification totalement dans le thème de la licence. Qu'est-ce que signifie être humain? Mais il existe une dernière hypothèse. Yoko's Robot Harem, le harem de robots de Yoko. Avez-vous déjà remarqué la ressemblance entre le visage d'Emile et le visage des machines? En fait, Emile était présent lors du premier assaut des extraterrestres. Cette menace était tellement grande aux yeux d'Emile qu'il a décidé de se dupliquer pour faire face à ses ennemis, mais tout ça en vain. Et selon cette théorie, Emile a vraiment été un adversaire exceptionnel aux yeux des aliens, tellement exceptionnel qu'ils ont décidé de créer leur nouvelle machine sur la base physique d'Emile, peut-être en espérant que la forme de ce visage donnera au robot la même force qu'Emile. Lors de la quête liée à Jean-Paul dans le jeu, chaque fois que 9S mentionne son nom, celui-ci est censuré par un bip. 2B, I've been thinking about something. What? Do you think this fellow is being a little too, I don't know, glorified? Ce détail a été ajouté après une mise à jour dans la version originale du jeu. Il est supposé que cela est dû au fait que la version anglaise du doublage utilisait le nom Sartre pour désigner le personnage. Tout ça est dû au philosophe Jean-Paul Sartre, qui a un nom reconnu au niveau de la juridiction. Par exemple, la justice a obligé le groupe néo-zélandais The Jean-Paul Sartre Experience à changer leur nom en The J+S Experience. Il est donc probable que ces bips aient été ajoutés à la suite d'une menace légale ou pour prévenir d'une telle éventualité, plutôt que de supporter les coups liés au réenregistrement des lignes par Kyle McCarley, la voix de 9S, simplement pour ces quelques mots. Les documents suivants sont strictement confidentiels et dotés d'un niveau d'accréditation S. Il est donc interdit d'accès au personnel Yora à l'exception du commandant de la base. Au XXVIIe siècle, après Jésus-Christ, la Lune fut fracturée par un événement inconnu, ce qui entraîna un déplacement de l'axe terrestre. Cette distorsion provoqua un changement sur le cycle jour-nuit de la planète. Le continent nord et sud-américain se voit alors plongé dans une nuit continue. Cette partie de la Terre sera appelée Royaume de la nuit. L'autre partie du monde, dans un jour continu, se verra nommée Royaume du jour. C'est dans cette partie que les événements de Nier ont lieu, expliquant pourquoi il n'y a pas de cycle jour-nuit dans les jeux. En 5024, les extraterrestres ont d'abord conquis le Royaume de la nuit, et c'est ici qu'ils ont commencé leur production de formes de vie mécanique. Lors de la route C, il est possible de se rendre au lieu où se trouve la table d'Adam et Ève, présente dans quelques cinématiques de la route B. On peut y trouver les lunettes d'Adam qu'on peut faire porter à nos androïdes.
Il existe une machine très rare dans Nier Automata. Il se peut même que vous l'ayez raté. Il s'agit de celui-ci, le Monster Chip. Un robot ayant une tête de tyrannosaure. Il apparaît seulement lors de la quête des jumelles dans le cas très improbable où le joueur n'a pas assez de sève d'arbre dans son inventaire. Après ça, il peut apparaître très rarement face aux cascades de la forêt. Je reviens dessus parce que dernièrement, quand je jouais à Nier Automata, je suis tombé sur ce robot et c'était hors de la quête des jumelles, donc il semblerait que la quête n'a rien à voir. Mais oui, il apparaît vraiment très rarement et seulement face aux cascades de la forêt. Yura Masayoshi était le commandant d'une petite unité militaire appartenant au département de lutte contre les organismes biologiques spéciaux. Sous son autorité, cette unité a renversé l'organisation Hamelin et capturé leur arme organique numéro 7, aussi connue sous le nom d'Emile. En tant que leader, Yura se montrait impitoyable et avide de sang. Il utilisait des techniques d'intimidation et la peur pour maintenir ses soldats sous son contrôle, n'hésitant pas à employer la force brute pour forcer les autres à obéir. La personne qui finançait Yura et soutenait ses actions n'était autre que Kali, la grand-mère adoptive de Kaine. Elle lui ordonna de protéger son domicile contre les invasions imminentes de la Légion, des êtres humains fortement contaminés par le maso relâché par le géant apparu dans ce monde. Ces humains contaminés atteints du syndrome de coloration blanche devaient faire un pacte avec un dieu pour survivre. Ces survivants devenaient des monstres blancs qui deviendront la Légion. Cependant, face à l'irrésistible progression des envahisseurs, Yura sacrifia tous ses hommes et exploita les pouvoirs d'Emile pour tenter de sauver sa propre vie. Après cet échec, il disparut en se cachant. Lorsque des individus commencèrent à se transformer en Gestalts, Yura parvint à s'infiltrer parmi eux en adoptant un nouveau nom, Tyrann. Mais lorsque l'armée découvrit son stratagème, ils détruisirent le répliquant de Yura, incapable de retourner dans son véritable corps à cause de cela. Tyrann passa le millénaire suivant à envahir les répliquants d'autres personnes, les utilisant jusqu'à leur destruction. Sa soif de sang et son besoin de contrôle s'exprimèrent également par des massacres d'ombre. C'est ainsi qu'il rencontra Kaine. Incapable de la convaincre de lui céder son corps, il conclut un pacte avec elle. Tant qu'elle continuerait à haïr et à tuer, il se contenterait de résider dans son cœur, l'aidant dans ses combats. Cependant, si elle montrait un instant de faiblesse, il prendrait le contrôle total de son corps. Peu à peu, Kaine en vint à comprendre Tyrann, le décrivant comme une âme solitaire que personne n'aime et qui utilise la haine comme béquille. Elle admit également se reconnaître en lui sur certains points. Et Tyrann en vient également à comprendre Kaine. Grâce à cette compréhension mutuelle, Tyrann accomplit alors l'un des premiers et seuls actes véritablement nobles de sa vie dans les fins C et D du jeu. Il donna sa vie pour sauver celle de son ami. Dans le DLC de Nier Automata, on peut retrouver deux boss cachés au niveau de l'arène de la cité inondée. Ces deux boss sont nul autre que Yosuke Matsuda, l'ancien PDG de Square Enix, et Kenichi Sato, patron des studios de Platinum Games. Il s'agit d'un combat extrêmement difficile, mais si le joueur parvient à les vaincre, il pourra arborer fièrement leur visage durant leur aventure. Je ne sais pas si la présence de ces deux personnages est un message caché que les développeurs voulaient faire passer à leur patron, mais en tout cas, ils sont là. Dans un monde post-apocalyptique dominé par des machines, au fond d'une décharge, une conscience s'éveille au sein d'un robot nommé P33. Initialement dysfonctionnel, P33, aussi appelé BP, utilise des robots assistants pour entamer sa réparation progressive, afin d'atteindre la destination qu'il lui avait inspirée, voir le monde extérieur. Pendant des jours, il reconstruit son corps, adaptant sa forme pour gravir la montagne de fer, jusqu'à ce qu'il devienne une entité complexe et évoluée, capable d'une pensée indépendante. Au fil de son ascension, BP rencontre des robots programmés uniquement pour exécuter des ordres, attaquant sans réfléchir. Pourtant, P33 leur transmet une conscience, les invitant à vivre et à trouver un sens à leur existence. Certains acceptent, d'autres refusent ou disparaissent, mais son message persiste. BP continue d'évoluer, fusionnant avec d'autres machines pour devenir une immense sphère métallique, dotée d'une intelligence collective. Lorsqu'il atteint enfin l'extérieur,
Il découvre un monde en guerre, entre robots et androïdes féminins. Ces factions s'affrontent, sans but véritable, obéissant à des ordres dépourvus de sens. Horrifié, P-33 décide d'intervenir. Il éveille les combattants, transformant leur violence en une chaîne d'harmonisation. Peu à peu, les factions abandonnent leurs armes et chantent leur nouvel état de vie conscient. Nous étions assis dans le circuit de traitement spacieux. Certains d'entre nous riaient joyeusement à l'idée d'un avenir rempli d'espoir. Certains d'entre nous tremblaient face à un avenir incertain. Certains d'entre nous étaient en conversation, d'autres restaient silencieux et fermaient les yeux. Nous ne formions pas un tout uniforme, mais nous existions dans la conscience avec nos particularités individuelles. De cette façon, il y avait une plus grande probabilité que nous survivions, et de plus, il était impossible pour des entités ayant leur propre volonté de fusionner complètement. À partir du moment où l'on s'affirme en tant qu'individu, une frontière apparaît entre soi et les autres. Peut-être que si nous retournions à nos identités de machines, nous pourrions fusionner à nouveau, mais nous avons choisi de ne pas le faire. Notre circuit qui imitait le cerveau humain était constitué de nombreux composants nerveux interconnectés. Cela rappelait la façon dont les humains se réunissaient pour prendre des décisions. Peut-être qu'avoir une conscience n'était pas une consolidation complète, mais plutôt une sorte de société en réseau. La conversation s'est estompée. Nous sentions le silence s'envahir. Tout le monde s'est lentement levé, puis a regardé dans le viseur de l'appareil photo pour voir le monde extérieur. Nous traversons une couche d'air pollué et percevons les étoiles. Nous avions dépassé l'atmosphère. Un grand sentiment d'accomplissement nous a envahis. Nous avons crié joyeusement, à l'unisson. Il semblait que le ciel, les étoiles, les machines, la vie, tous célébraient avec nous. Nos cris se sont finalement transformés en chants. Nous nous dirigeons vers l'extérieur pour tenir notre promesse envers vous. Nous sommes vivants, tout comme vous. Nous chantons, nous chantons, nous chantons. Est-ce que cela vous atteindra? Est-ce que ces sentiments vous atteindront un jour? Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Des machines mélancoliques, leur chant, et seulement leur chant, résonnent dans tout l'espace. C'est depuis ce jour et sous l'impulsion de P-33, aussi appelé Bipi, que les androïdes et toutes les formes de vie mécanique ont commencé à acquérir une conscience. Les documents suivants sont strictement confidentiels et dotés d'un niveau d'accréditation SS. Il est donc interdit d'accès au personnel Yora, y compris au commandant de la base. Dans une interview espagnole, Yoko Taro révèle qu'il avait initialement prévu une scène dans le script de l'anime où Toby et Nines avaient une relation sexuelle. Mais cette idée a été rejetée par le producteur Matsumoto, qui estimait que cela ne correspondait pas à la vision des fans. Selon lui, Nines ne fait pas l'amour. Au sein de l'équipe, cet événement porte un nom, le Nine Sex Incident. J'ai envie de citer l'interview à elle-même puisque ce passage est assez intéressant. Je cite. Quand Taro a dirigé le jeu, il avait 40 ans. Maintenant, il en a 50 et il semble que quelque chose a changé. Le Yoko de 40 ans n'aurait jamais laissé Nines faire quelque chose comme le... Mais inclure cela maintenant signifie que, d'une certaine manière, il a réussi à en saisir lui-même l'atmosphère du... Je pense que je ne comprenais pas ce qu'était le... Jusqu'à ce que j'atteigne la cinquantaine. Yoko a eu une longue adolescence, il est enfin devenu adulte. C'est vrai, je n'écrivais même pas de scène auparavant, et quand je le faisais, cela était toujours rejeté. Ce n'est pas facile de trouver le bon moment pour faire ce genre de choses. Malgré ces vannes, il semble que Yoko Taro a évolué en tant qu'écrivain depuis la sortie de Nier Automata. Peut-être qu'il déplorera cette toute nouvelle évolution pour son prochain jeu, qui sait. L'effet Mandela est le nom donné au phénomène se produisant lorsque beaucoup de personnes différentes possèdent toutes collectivement un faux souvenir de quelque chose. Par exemple, voici ces images. Si rien ne vous choque, alors vous êtes sous l'effet Mandela. Puisque oui, Pikachu n'a jamais eu le bout de la queue noire, et le bonhomme de Monopoly n'a jamais porté de monocle.
Pourquoi je parle de ça? Parce que plusieurs joueurs de Nier Automata sont persuadés d'avoir entendu, à un moment du jeu, Emile dire à Aitu « You smells like her ». Tu as la même odeur qu'elle, en français. Cette phrase, beaucoup disent l'avoir entendue, mais personne n'arrive à mettre la main sur un enregistrement de cette ligne audio. Évidemment, il y a eu des enquêtes, il y a même une page Reddit dédiée dessus. Il y en a même qui ont cherché dans les fichiers texte du jeu, ce que j'ai fait également, voici des images. Il n'y a rien, on ne trouve aucune ligne de dialogue de la sorte. La seule ligne de dialogue qui se rapproche le plus de cette phrase, c'est les suivantes. Émile qui dit « Hey, tu es Yatou, n'est-ce pas ?» On dirait que le destin a voulu qu'on se rencontre. Et une autre phrase « Je crois que tu es Atou, n'est-ce pas ?» Atou lui répond « Comment le sais-tu ?» Et Émile lui dit « Oh, je viens de me souvenir de quelque chose que Toubi a dit. Connais-tu Toubi ?» Donc voilà, ici il n'y a aucune mention d'odeur parce que oui, effectivement, Émile fait référence à une potentielle ressemblance entre les odeurs de Atou et Kaine. Mais est-ce que c'est juste une hallucination collective ou autre chose? Effet Mandela ou pas? Si quelqu'un qui écoute cette vidéo a cette phrase, sait où elle est dite, sait d'où ça vient, qui le dit en commentaire, s'il vous plaît. Un jour, un voyageur ordinaire se rendit au village de l'Air. Son objectif était de prêcher l'égalité auprès des jeunes du village. Lors de l'un de ses discours, un habitant, Dimo, lui confia que le village abritait une personne possédée par une ombre. Intrigué, le voyageur chercha à en savoir davantage sur cette mystérieuse personne et interrogea les habitants à son sujet pour essayer de dénicher l'endroit où il pouvait la rencontrer. Il avait en tête de lui venir en aide. Finalement, Dimo accepta de lui montrer où elle vivait. Arrivé devant la maison de cette dernière, un groupe d'ombres surgit soudainement, attaquant Dimo et le voyageur. C'est alors qu'apparut une magnifique femme aux cheveux blancs, vêtue d'un habit si provoquant qu'il couvrait à peine sa poitrine généreuse. En un instant, elle massacra les ombres. Cependant, grièvement blessée, elle fut soignée par le voyageur avec les moyens du bord. Celui-ci passa la nuit dans sa maison pour veiller sur elle. Au milieu de la nuit, un rugissement réveilla le voyageur. En sortant, il aperçut la femme, toujours anonyme, debout et nue. À sa grande surprise, il remarqua qu'elle tenait dans sa main un organe génital masculin, gonflé et veiné. De nombreuses veines sanguines étaient visibles, ondulant le long de la tige sombre. Selon ces mots, d'un coup, les yeux de la femme se plissèrent, ses lèvres fines s'entr'ouvrirent légèrement. Puis, me fixant, elle commença à secouer vigoureusement sa main gauche. Sa respiration devint saccadée, ses yeux se révulsèrent et perdirent leur concentration. Choqué par la scène, le voyageur, qui prêchait alors l'égalité jusque-là, la qualifia de monstre. Dégoûté, il s'enfuit, sans demander son reste. Cette femme n'était autre que Kaine, connue pour être intersexe, c'est-à-dire possédant à la fois des attributs génitaux masculins et féminins. Ce n'était pas un mystère pour tous. Dans le Nier de 2010, on pouvait distinguer une bosse au niveau de son sous-vêtement, un détail qui a été censuré dans le remake de 2021. Mais pourquoi Kaine possède-t-elle ces deux caractéristiques? Selon certaines informations, Kaine serait née femme, mais son répliquant aurait un corps intersexe. Cela pourrait s'expliquer par un bug du système de répliquant lors de la copie des données. Une autre hypothèse évoque la possibilité que son répliquant ait été créé à partir de deux âmes, l'une masculine et l'autre féminine. Toutefois, cette théorie reste à prendre avec précaution, car il n'existe aucun document officiel confirmant qu'un tel processus soit possible. Je me réveille dans une immense pièce, sans fenêtre ni porte, éclairée d'une lumière étrange provenant du plafond. Autour de moi, des personnes de diverses origines ethniques, toutes à peu près du même âge, se tiennent debout ou sont inconscientes. Un livre repose près de chacun d'entre nous. Je me sens drogué, et en vérifiant, je constate que mes ravisseurs ont soigneusement enlevé toute arme ou équipement de ma personne. Preuve que j'ai été capturé par l'organisation à laquelle j'appartiens. Je savais que cette mission secrète, qui me promettait une liberté totale et une somme d'argent phénoménale, était douteuse. Mais j'ai accepté. Rien de tout cela n'était honnête. J'étais conscient qu'une mission de ce genre n'offrait une telle compensation que si l'on était sûr de ne pas avoir à la payer. Et pourtant, me voilà ici. Une voix m'interpelle. Un homme semble vouloir communiquer, mais je secoue la tête. La plupart d'entre nous ne parlent que leur langue maternelle.
J'essaye alors de saluer une autre personne, une femme à ma gauche. Elle me fixe, étonnée, avant de tomber. Lorsqu'elle se relève, je la reconnais enfin. Elle fait partie de l'organisation Polyglotte, et nous nous sommes rencontrés il y a 3 ans, lors de la 13e croisade contre la Légion. Je l'avais sauvée alors qu'elle était paralysée face à un ennemi. Un acte purement pragmatique pour protéger nos ressources. Elle me dit que la mission en cours ressemble à celle de la croisade. Tout cela a un air de déjà-vu. On nous recrute pour combattre la Légion, une entité infectée par un virus terrifiant, le syndrome de coloration blanche, qui transforme les victimes en monstres psychopathes. Nous devons les éliminer, mais la seule solution efficace à cette pandémie est la luciférase, un médicament qui protège mais qui ne peut être produit en masse. Elle me confie que l'offre de cette mission est la même pour tous ici, une promesse de rémunération élevée et de libération totale. Tout le monde, comme moi, n'a pas pu refuser cette offre. C'était une offre que personne ne pouvait refuser, dit-elle, et je hoche la tête. Les ennemis que nous devons tuer ne sont pas de simples créatures, mais des êtres qui ressemblent à des humains. Et nous les brûlons vifs, car leur sang et leur salive sont contagieux. Je n'arrive toujours pas à m'habituer à cela, même après 9 ans de ce travail horrible. Chaque fois, c'est aussi terrible que la première. D'un coup, au fond de la pièce, les voix d'une homme et d'une femme se mettent à résonner. Même en ne comprenant pas la langue, il est clair que ces deux personnes se disputaient. Finalement, la femme en a assez, et gifle l'homme. En réponse, il l'attrape par le bras avec grognement. C'est alors que le livre au pied de la femme s'ouvrit, et soudainement, une main noire gigantesque explose des pages, saisit l'homme et l'écrase à mort. Un instant plus tard, le livre de l'homme décédé s'ouvre à son tour et aspire son corps. La couverture du livre passe alors du gris noirâtre au bleu brillant, et une sorte de motif apparaît dessus. Un motif qui ressemble étrangement à un visage humain. Une voix se mit alors à résonner. Chacun d'entre vous a reçu un grimoire magique. Utilisez-les pour vous entretuer. Seuls 2 d'entre vous survivront. La salle est sans issue et rapidement le chaos s'installe. Je reste en retrait observant et découvrant que seuls les morts liés à l'utilisation des grimoires comptent dans ce macabre jeu. La femme avec qui j'étais me propose une alliance pour survivre ensemble. Elle croit pouvoir comprendre les règles, mais elle sacrifie sa vie pour me sauver lorsque des lances noires surgissent de derrière moi, l'engloutissant dans son grimoire. Sa disparition me laisse seul, avec une rage sourde et un livre couleur sang. Nous ne sommes plus que 2 au milieu de ce bain de sang. L'autre homme cria « Hé, nous sommes les 2 derniers et nous sommes censés pouvoir partir d'ici en vie. » Mais les règles changent, nos grimoires s'illuminent et je comprends que personne ne sortira vivant de cette pièce. Je suis absorbé dans le livre en devenant le nouvel instrument de ce cycle cruel. Les dirigeants de notre organisation nous ont menti. La luciférase ne fait que retarder les effets du syndrome de coloration blanche, sans réellement protéger. Nous avons été manipulés, envoyés au cœur de la contagion avec des médicaments inefficaces. Quant à cette histoire de grimoire, ce n'est qu'une autre expérience inhumaine. Nos destins étaient scellés dès le départ. Ah, blanc. Je suis donc le livre blanc. Grimoire Weiss. Mon Dieu, quel nom stupide. C'est tellement ridicule que je ne peux m'empêcher de rire. Alors c'est le début d'une nouvelle farce. Maintenant qu'on nous a donné de nouveaux visages, quel rôle sommes-nous censés jouer? Je ne sais pas. Alors je continue à rire. Les filles en rouge, aussi appelées N2, sont parmi les personnages les plus mystérieux de Nier Automata, bien qu'elles soient les antagonistes finaux. Voici ce que l'on sait d'elles. En 11306, l'intelligence collective des machines avait dépassé celle de leurs créateurs, les extraterrestres, au point de provoquer leur extinction. Après cet événement, les machines prirent conscience qu'elles manquaient de libre arbitre, et leur seul objectif restant était l'ordre final donné par leur créateur, vaincre l'ennemi. Cependant, cet objectif ne leur suffisait plus. Afin de défier et de transcender cet ordre, les filles en rouge décidèrent de maintenir le monde dans un état de conflit perpétuel, empêchant une victoire totale des androïdes ou des machines, dans le but de faire évoluer leur propre existence jusqu'à dépasser celle des extraterrestres. Pour accélérer leur évolution, les filles en rouge déconnectèrent délibérément certaines machines du réseau principal afin d'observer leur comportement, comme le village de Pascal ou le royaume de la forêt. Elles encouragèrent aussi les machines à imiter les comportements humains, mais en les poussant volontairement à échouer dans cette imitation. Mais cela pourrait aller encore plus loin, car selon une théorie, ce sont elles qui seraient à l'origine du programme Yora. Tout ce qui suit reste spéculatif car les informations sur elles sont extrêmement limitées. On apprend dans le jeu que les boîtes noires, qui servent de conscience aux androïdes Yora, sont fabriquées à partir de cœurs de machines.
Cela implique que ces androïdes n'ont pas été conçus par des humains, mais par les androïdes restants après l'extinction de l'humanité, ce qui est déjà un fait établi dans le jeu. Cependant, il est également possible que ces boîtes noires aient été créées par N2 elle-même, sachant que Yora a été conçue pour maintenir le mensonge sur l'état de l'humanité, afin de préserver le moral des androïdes. Cela sert parfaitement les intérêts de N2 dont l'objectif est de prolonger indéfiniment la guerre. De plus, des modèles Yora, y compris des clones de Tubi, apparaissent dans la tour. Cela suggère que N2 a la capacité de fabriquer et de déployer des androïdes Yora à volonté, renforçant ainsi l'idée qu'elle en est la créatrice. N2 se manifeste également sous forme d'hologramme à des moments clés dans les deux camps. Elle apparaît notamment dans le vaisseau mère des extraterrestres et dans la station orbitale des androïdes lors de la route B, symbolisant ainsi son influence potentielle sur les deux factions en même temps. Considérant le conflit comme essentiel à son évolution, N2 a aussi créé Adam et Ève pour rivaliser avec Yora et garantir la poursuite de ce cycle de guerre. Un autre élément intriguant concerne les émotions des androïdes de Yora. Bien que les ordres leur interdisent de montrer des émotions durant leur mission, ces dernières ont été intégrées dans leur conception. Pourquoi ne pas les avoir simplement supprimées alors ? Selon cette théorie, ces émotions ont été ajoutées pour rendre les androïdes plus proches des humains et ainsi plus motivés à combattre, facilitant ainsi également l'évolution de N2 en imitant l'humanité. Cette théorie envoie un message assez puissant lorsqu'on analyse alors la fin E. Le cycle de guerre imposé par N2 est présenté comme un piège sans issue. La fin E devient alors la seule échappatoire permettant de briser ce cycle et d'offrir une véritable liberté à Nines, Atu et aux autres survivants. C'est la fin du cycle et un véritable nouveau départ. Et gardez bien en tête que ce n'est qu'une théorie, elle comporte beaucoup d'incohérences. Comme par exemple, selon Psycho, les filles en rouge n'ont pas vraiment été créées par les extraterrestres, elles sont plutôt un sous-produit du réseau de machines. Pour essayer de faire simple, si on faisait un arbre généalogique, les extraterrestres seraient les grands-parents, les machines les parents et N2 les petits-enfants. Même si en prenant ce cas, il se peut que les petits-enfants aient hérité de l'ordre donné à leurs parents de dominer la Terre. De toute façon, si vous voulez plus de détails, vous trouverez, comme toutes les théories dont j'ai parlé dans cette vidéo, les sources de chacune en commentaire. Je n'en ai inventé aucune, je me contente juste de les répertorier dans cette vidéo. Les documents suivants ont été rédigés de manière confidentielle. Il se peut que certains éléments aient été censurés ou même supprimés. La bande-son de la licence Nier est connue pour être d'une qualité exceptionnelle grâce au travail de Keiichi Okabe, le compositeur de la licence. Mais en plus d'être qualitativement légendaire, chaque morceau est conçu de sorte à enrichir le scénario des jeux. Chaque musique raconte alors quelque chose et fait passer le joueur dans toutes sortes d'émotions alors qu'il a la manette en main. Dans cette partie, on va analyser quelques-unes de ces musiques par le biais de la thèse réalisée par Monsieur Christophe Michael Green, malheureusement décédé le 15 septembre 2020. Je vais essayer d'être le plus clair possible car cet homme est vraiment rentré dans les détails, mais n'ayant personnellement que très peu de connaissances musicales, je vais essayer de faire de mon mieux pour rendre hommage à son travail. Vous trouverez, comme d'habitude, sa thèse en description pour plus de détails. Et on va commencer par parler de la légendaire OST de Grandma. Ce morceau est joué dans notre combat contre Hook, l'ombre responsable de la mort de Kaali, la grand-mère de Kaine. Cette musique parle avant tout de la détresse de notre ami, elle illustre la perte de sa grand-mère, sa seule famille, dans son contexte d'exclusion sociale. Tout ça est représenté par une progression harmonique mélancolique sur la partition. Pour les amateurs de musique, on a comme accord principal un bémol mineur suivi d'un adim diminué avec un bémol mineur avec ré bémol en basse. Pour les nuls comme moi, ça veut dire qu'une fois joué, le morceau va commencer par une note triste qui crée une tension et cette note va revenir ensuite mais légèrement modifiée pour donner une sensation de mélancolie persistante avec un peu de mouvement. On trouve dans le morceau des cadences incomplètes qui reflètent le traumatisme de Kaine et le fait qu'elle refuse d'accepter la mort de sa grand-mère. Cette partition incomplète symbolise alors le côté inachevé de la quête de Kaine qui consiste à se libérer de son passé tragique. Pour l'autre OST, c'est Grandma mais Destruction. Ce morceau réinterprète tout simplement Grandma mais dans Nier Automata, mais dans une version plus épique qui est utilisée dans les batailles à grande échelle. Cette fois, le mi mineur est accompagné d'un saut harmonique en triton, qui consiste en fait à faire un intervalle dans la musique à 3 tons, depuis le si bémol mineur marquant le décalage temporel de 10 000 ans entre Nier et Nier Automata. On y retrouve cette fois un orchestre complet, des percussions intenses, des contre-mélodies croisées pour amplifier l'intensité dramatique de chaque scène où la musique est présente. Lors de l'analyse, l'auteur note qu'il est évident que nous faisons face à une passacaille. Entendez par là une musique dont les notes se répètent. Mais aussi, il semblerait que le mouvement harmonique de cette musique rappelle beaucoup la 4ème symphonie de Brahms. L'auteur raconte qu'il est très intéressant qu'un jeu parlant de machines cherchant à imiter les humains
incorporent une imitation d'une progression symphonique si célèbre. Et pour revenir au Pasakai, de par leur nature répétitive, ces morceaux n'atteignent jamais une conclusion sonore définitive, formant plutôt un cycle indéfini, ce qui reflète alors parfaitement les cycles de vie et de mort qui est l'un des thèmes majeurs de Nier Automata. Bon, on se retrouve maintenant sur la musique la plus populaire de Nier Replicant, je pense, Song of the Ancients, qui est déclinée de 5 façons principales. Le premier qu'on verra dans cette vidéo est Song of the Ancients d'Evola. Ce morceau diégétique, entendez par là que notre personnage qu'on contrôle entend la musique aussi bien que nous, est chanté par Devola dans le village. La partition joue beaucoup sur des demi-cadences, c'est-à-dire qu'elle s'arrête sur un accord instable, comme le V, au lieu de revenir sur le repos de I. Et au moment où la note finale est atteinte, la musique ne se stabilise pas, elle glisse plutôt vers une B naturelle, ce qui fait ressentir une sorte de tension ou d'inachevé. La musique ne donne pas tout de suite un sentiment de repos ou de faim, elle garde en haleine pour te pousser à écouter la suite. C'est un choix volontaire du compositeur qui amplifie ainsi l'émotion et la tension dans la musique. Cette musique est jouée lorsque Devola raconte à Nier la prophétie liée au grimoire noir. Grossièrement, c'est cette musique qui lie les personnages du jeu à l'intrigue principale, mais ces paroles préparent aussi inconsciemment le joueur aux événements tragiques qui vont arriver. Le contraste qu'il y a dans la mélodie légère et la signification très sombre des paroles reflète ainsi la dualité des jumelles, selon l'auteur. A noter que ce son est de retour lors du combat final contre les jumelles et se nomme Song of Ancients Fate. On y retrouve alors des instruments plus forts avec des rythmes accélérés et une structure pop-rock, qui démontre la tension dramatique qui est en hausse face au combat contre les jumelles. Ce morceau annonçait l'échec du projet Gestalt initié par Nier qui sera mis sur le dos de Devola et Popola. Et la dernière version que l'on verra dans cette vidéo de cette musique est celle jouée dans Automata, la version Atonement. Ce morceau est joué lorsque Devola et Popola se sacrifient pour permettre à Nines d'entrer dans la tour. Song of the Ancients Atonement partage la même structure harmonique que Song of the Ancients d'Evola, mais avec une mélodie encore plus complexe grâce à l'ajout d'une autre ligne vocale. Cette seconde voix représente Devola et Popola qui restent inséparables malgré leurs milliers d'années de souffrance et un sentiment de culpabilité qu'elles ressentent sans savoir pourquoi. L'auteur cite un détail intéressant dans la ligne instrumentale. En fait, la note à la guitare de Devola est inversée dans Atonement, ce qui fait se déplacer le moment où se produisent le saut et le demi-ton, et la note de départ est montée de 4 notes dans la partition. Ce changement pourrait symboliser une évolution importante chez les jumelles après ces millénaires de désespoir. Bien que la mélodie ne suive pas une progression classique en 5 vers le 1, les cordes d'action, qui est un motif instrumental en arrière-plan, créent une descente répétée donnant la sensation qu'une tentative d'atteindre une résolution est en cours. Ce contraste est renforcé par les corps qui suivent une ligne ascendante agissant comme une sorte de contre-mélodie. Et toute cette tension au niveau de la musique reflète parfaitement le thème de l'expiation dans la chanson. Devola et Popola sacrifient leur vie pour permettre à Nines d'entrer dans la tour. Ce geste devient la résolution la plus proche qu'elles aient trouvée pour atteindre, sans pour autant y arriver, une véritable paix ou même finalité à leur histoire. Avec l'analyse de ces deux musiques, on comprend facilement que la bande-son est un pilier central dans ce que cherche à nous transmettre Nier. En usant d'ostinatos, c'est-à-dire des notes qui se répètent, la musique symbolise la boucle infinie comme dans Grand Math Destruction qui traite du cycle de vie et de mort infini dans Automata. On a aussi vu que les morceaux évoluent entre les jeux pour refléter les évolutions narratives des personnages comme pour Song of the Ancients, qui passe de la culpabilité de l'échec des jumelles vis-à-vis du projet Gestalt au sacrifice collectif dans Automata, comme si c'était une recherche de résolution de la part de Devola et Popola. Puis les musiques inachevées qui traduisent l'absence de conclusion pour les personnages, comme Song of Ancients qu'on vient de voir. Les jumelles se sont seulement approchées de la réponse qu'elles cherchaient mais ne trouveront jamais de finalité, tout comme la musique ne se finira jamais complètement. La musique de Nier Replicant et Nier Automata a été écrite et composée de sorte à ce qu'elle constitue un pilier narratif. Elle intensifie l'immersion des joueurs et guide leurs émotions sans même qu'ils s'en rendent compte. Le travail fourni derrière est magistral, cette bande-son transcende son média et au lieu d'être un plaisir auditif, elle devient aussi une partie même de l'histoire et du gameplay de Nier. Le foreshadowing est un procédé narratif visant à donner au lecteur, joueur ou spectateur des petits indices sur ce qui va se passer plus tard dans l'histoire du livre, jeu, série ou film qu'il est en train de voir, sans jamais le dire directement. L'auteur de One Piece, Eiichiro Oda, en est particulièrement friand. Par exemple avec le personnage de Jinbei. Il est un personnage mentionné pour la première fois au chapitre 69 par Yusaku,
Mais ce n'est que 11 ans plus tard, au chapitre 528, que nous verrons pour la première fois ce personnage attaché à Impel Down aux côtés d'Ace. C'est une sorte de foreshadowing qui nous a préparé à sa venue. Ou bien plus subtil encore, au chapitre 820, Momonosuke, alors âgé de 8 ans, nous raconte qu'il a déjà rencontré Roger par le passé, chose qui paraît impossible pour tous les lecteurs puisque Gold Roger est mort il y a plus de 24 ans. Donc on prend cette remarque comme une blague, mais au chapitre 919, l'impensable se produit. Kinemon, un samouraï du pays des voix, révèle que lui et Momonosuke, en plus de certains de leurs compagnons, viennent de 20 ans dans le passé, faisant passer ce que les lecteurs pensaient être une plaisanterie d'un enfant, un véritable foreshadowing sur ce voyage improbable dans le temps. Puis nous verrons effectivement Momonosuke bébé aux côtés de Roger quelques chapitres plus tard. Il semblerait même que cette case précise cache un tout autre foreshadowing, mais ça, c'est une autre histoire. Bref, j'ai vraiment divagué, mais comme ça tout le monde ici sait ce qu'est un foreshadowing. Il s'agit d'une manière maligne pour les auteurs de préparer les spectateurs, les lecteurs ou les joueurs à ce qui va venir sans tout révéler tout de suite. Vous l'avez compris, Yoko Taro a beaucoup joué avec ce procédé pour Nier Replicant, et sans doute pour Nier Automata. Mais un internaute a dévoilé sur internet plusieurs foreshadows sur Nier Replicant, et ils sont vraiment impressionnants, donc les voici. Dès le début du jeu, dans la plaine, on retrouve 3 petites ombres. Le joueur étant alors éduqué à tuer tout ce qui bouge de par son expérience sur les centaines d'autres jeux qu'il a fait, les tuera sans hésiter. Mais si vous ne faites rien, ces ombres ne vous attaqueront jamais. Ils sont comme des petits enfants, si vous voyez ce que je veux dire. Pour rester sur les ombres, quand vous les attaquez, ils saignent, alors qu'ils n'ont pas de corps charnel de prime abord. D'ailleurs ça, honnêtement, la première fois que j'ai joué au jeu, je me suis immédiatement fait la remarque, sans jamais pousser l'analyse plus loin. En tuant les petites ombres d'ailleurs, il se peut que des livres de coloriage ou des petits chapeaux tombent de leurs cadavres. Ouais bon, vous avez compris, dès les premières minutes du jeu, ce dernier essaye de vous faire comprendre quelle est la véritable nature des ombres. Après l'ellipse de 5 ans, où Nier a vu sa puberté agir sur son corps, on passe d'un enfant à un jeune adolescent, il va voir Popola et trouve ça étrange qu'elle ait l'air aussi jeune que le jour de leur rencontre. Évidemment c'est une androïde, mais à ce moment-là, nous n'en sommes pas encore conscients. Puis la salle de trophée de boss. Chose étrange dans ce jeu tout de même, pourquoi faire ça? Comment Popola connaît leur forme? Il s'agit peut-être d'un simple monument aux morts visant à rendre hommage aux victimes du meurtrier de Nier. Puis la lame traîtresse, qui a comme description le texte suivant. Les sœurs étaient des marionnettes, fabriquées par des machines complexes. Leur construction était si fine que quiconque les voyait pensait qu'elles étaient humaines à tous égards. Elles étaient l'incarnation des plus grandes réalisations technologiques de l'homme. Elles marchaient comme des humains, mangeaient comme des humains, et riaient comme des humains. La seule chose qu'elles ne pouvaient pas faire, cependant, c'était verser des larmes, car elles n'avaient pas été conçues pour cela. Et puis dans la version japonaise du jeu, cette lame n'est pas nommée lame traîtresse, mais Debol Popol. Bref, vous avez compris. Et la dernière dinguerie pour la fin, les personnes atteintes de nécrose runique voient des marques ou symboles apparaître sur leur corps. Ces symboles sont du langage angélique et en prenant le temps de les traduire, on obtient en boucle les lettres A, C, G et T. Ces lettres correspondent aux mots adénine, cytosine, guanine, thymine, des nucléotides de l'ADN. La nécrose runique représente en fait la dégradation de l'ADN d'un répliquant causée par des erreurs dans ses données. Lorsque l'ADN se détériore, la magie qui les maintient commence à se dissoudre et se manifeste donc sous forme de mots, nous donnant ainsi dès le début du jeu la véritable cause de la maladie de Yona. Après avoir joué à Nier Automata, vous pourriez penser qu'Emile n'est qu'un caméo pour relier le jeu et le premier Nier, mais cette théorie démontre un autre fait. L'histoire officielle dit que des extraterrestres ont attaqué la Terre avec des machines, menant à une guerre entre ces dernières et les androïdes restants du projet Gestalt. Mais cette version aurait de nombreuses incohérences. Déjà, Emile dans ses flashbacks combat des extraterrestres, pas des machines. Il côtoie même ces dernières sans se faire attaquer, il vit entouré d'elles et apparaît même à l'intérieur d'une machine. Ensuite, les machines se sont mystérieusement retournées contre les extraterrestres, ce qui semble étrange puisqu'elles étaient censées les protéger à la base. Elles n'avaient pas encore acquis de conscience. En pensant à ça, on constate qu'Emile a plusieurs liens avec les machines. Déjà, comme vu précédemment, ces dernières lui ressemblent mystérieusement. Puis Emile peut être piraté par Nines, ce qui n'est possible qu'avec des machines. On ne peut pas pirater les sangliers ou élans. Puis le boss Emile dans le désert est quasiment identique au boss serpent qu'affronte Atu au même endroit. Les machines seraient alors toutes issues d'Emile lorsqu'il a perdu sa mémoire et son sens de soi. Ces copies ont évolué en forme de vie différentes, poursuivant des objectifs différents de l'original. Mais ce n'est pas tout.
Dans Nier Replicant, Nier est un jeune homme qui ressemble étrangement à Adam et Ève. Et nous savons bien que les machines proviennent de Nier, puisque le réseau des machines lui-même s'est conçu à partir des données du premier Gestalt, Nier. Et le chef des machines, on en parle du chef des machines? Ok, les filles en rouge. Leur nom de code c'est N2. N2. Le deuxième Nier? Et puis, excusez-moi, mais les androïdes de Yora, des formes avantageuses, des cheveux blancs... Tiens, qui était la meilleure amie d'Emile déjà? Donc, selon le créateur de cette théorie, toute l'histoire de Nier Automata parle d'une armée d'Emile en décomposition qui, après avoir vaincu les extraterrestres et perdu leur raison d'être, se lance dans une tentative désespérée de recréer la seule chose dont ils se souviennent tous, les vieux amis d'Emile, pour finalement les opposer accidentellement les uns aux autres. Et j'en peux plus de cette vidéo, moi. Qu'est-ce qu'on me fait dire encore? Dernière entrée assez particulière. Ce n'est pas un mystère, pas une théorie, pas une énigme, non, rien de tout ça. C'est plutôt une entrée personnelle. Comment Nier a changé ma vie de joueur, et comment cette licence a changé la vie de ces joueurs. Nier, que ce soit Replicant ou Automata, possède une aura spéciale, indescriptible, irréproductible. Pour parler de ça, j'ai demandé des témoignages à des joueurs. Le premier point qui m'a sauté aux yeux, c'est la manière dont Nier a joué sur leur évolution en tant que joueur. Oranor m'explique « Moi, à la base, pour te recontextualiser, je suis pas trop fan de jeux japonais. Les codes me parlent pas spécialement, il y a pas mal de choses qui me font souffler, donc j'évite d'en lancer. Ma licence préférée à l'époque, c'était Mass Effect. Puis Nier me faisait de l'œil de loin, mais j'étais un peu sceptique, notamment à cause de l'aspect jeu japonais. Je parlais à une personne fan à l'époque qui m'a poussé à me lancer sur le jeu, donc j'en avais fait un let's play YouTube à l'époque, en découverte. Je partais sceptique, mais je me suis lancé quand même. Finalement, après avoir terminé, j'avais pas tout compris. Mais ça a eu un petit effet à retardement, quand j'ai appris que c'était lié à un autre jeu de type RPG médiéval, Nier, et même à un jeu avec un dragon et que tout était expliqué, j'ai trouvé ça génial. Donc j'ai commencé à me renseigner, à potasser le sujet, et j'ai fait Nier sur PS3. Alors que je suis pas du tout joueur console habituellement, et encore moins joueur rétro. Une amie, et Chocolat, quant à elle, m'a dit « Je sais pas si c'est parce que c'est Nier, mais depuis que j'ai fait les jeux, j'ai complètement quitté la période où je jouais qu'à des jeux Nintendo. Et depuis, je me sens beaucoup plus épanoui. Je découvre que des masterclass de jeux vidéo et je suis bien contente d'y avoir joué pour ça. » Nier a un pouvoir, une aura très particulière. Cette aura dépasse le cadre habituel des jeux vidéo et marque profondément les joueurs à la fois dans leur rapport au jeu et dans leur évolution en tant que gamer. C'est un jeu qui ne se contente pas de divertir mais qui éveille les sens, qui transforme et inspire ses joueurs. Mais même Nier est un miracle dans son média. En fait, Nier est un jeu d'auteur qui ne s'adresse qu'à une niche de joueurs. En fait, même Taro Yoko a indiqué avoir créé Nier parce qu'il en avait marre des jeux AAA. Il a dit « En regardant des titres AAA, bien sûr, je les trouve beaux et intéressants, mais après 20 minutes de jeu, je me demande si ce sera la même chose pendant les 20 heures suivantes. J'en ai un peu marre. Si possible, j'aimerais créer des jeux inattendus, des jeux qui changent constamment de forme. C'est l'état d'esprit que j'avais lorsque j'ai créé le premier jeu Nier, et il est également présent dans Nier Automata. » J'ai aussi eu droit au témoignage d'Hawkins, un joueur. Jouer à Nier, le premier du nom, a été une aventure émotionnelle et introspective comme aucune autre. Dès le début, l'atmosphère sombre et mélancolique m'a enveloppé, et j'ai rapidement été absorbé par l'histoire tragique de ce père prêt à tout pour sauver sa fille. Chaque personnage que j'ai rencontré semblait porter une part de cette tristesse, mais aussi une profonde humanité. Je ne pourrai jamais vraiment exprimer tout ce que ce jeu m'a fait ressentir, mais il restera gravé en moi, comme un chef-d'œuvre inoubliable. Oranor m'a ensuite dit « Je ne peux pas m'empêcher de trouver le jeu beau, touchant émotionnellement. C'est de loin le jeu qui m'a le plus touché émotionnellement parlant. La licence est triste, c'est sûr, mais elle a aussi quelque chose d'encourageant, de motivant. Je pleure à chaque fois que je fais ou que je vois les jeux, mais paradoxalement, c'est aussi ce que je fais quand je n'ai pas le moral. » Et Chocolat, à son sujet, l'histoire m'a beaucoup touché, et même si je sais pas expliquer pourquoi, j'arrive à retrouver cette sensation dans aucun autre jeu auquel j'ai joué. Même dans ma licence favorite, qui apporte une très bonne histoire, j'ai pas ce sentiment. Peut-être parce que c'est triste et limite nostalgique et que les personnages font très humains. Même le monde n'est pas entièrement incohérent et il va de pair avec l'ambiance désolée et triste des deux jeux. Tous s'accordent à dire que Nier dépasse le cadre du jeu vidéo traditionnel pour offrir une œuvre artistique à part entière. Entre tragédie et beauté, réflexion et émotion, il reste gravé dans le cœur de ceux qui l'ont vécu. Nier, premier du nom, est né de la tragique date du 11 septembre 2001. Le 11 septembre est un événement malheureux qui a éclaté dans une situation où les deux camps pensaient faire ce qu'il fallait. La question est alors de savoir ce qu'ils ont vu, de leur point de vue.
C'est ce qu'a expliqué Yoko Taro lorsqu'on lui a demandé comment Nier est né. Nier n'est pas simplement un jeu vidéo, c'est une fenêtre ouverte sur notre humanité, une exploration des profondeurs de nos émotions et une méditation sur les questions fondamentales de la vie. C'est une œuvre qui transcende le cadre du divertissement pour s'imposer comme une expérience artistique profondément intime et universelle à la fois. À travers ses personnages brisés, ses musiques poignantes et ses histoires tragiques, Nier nous confronte à des dilemmes moraux, des vérités douloureuses et des réflexions existentielles qui résonnent bien après que l'écran se soit éteint. C'est un voyage au cœur de la beauté de la tragédie, une invitation à regarder au-delà des apparences pour trouver du sens à nos existences, même dans l'absurde. Mais ce qui rend Nier vraiment inoubliable, ce n'est pas seulement ce qu'il raconte, c'est ce qu'il nous fait ressentir. C'est cette alchimie unique entre le joueur et l'œuvre, un dialogue silencieux où chaque choix, chaque mélodie, chaque moment nous transforme un peu, et au fond, n'est-ce pas là le rôle de toute grande œuvre? Nous changer, nous inspirer, nous pousser à voir le monde différemment. Nier restera gravé dans le cœur de ceux qui l'ont vécu, non pas comme un simple jeu mais comme une expérience qui transcende les mots, parce qu'au-delà de tout, Nier nous rappelle ce que signifie être humain. Yoko Taro, merci pour tout.